l'obligation du parcours ou des deux parcours d'accueil qui vont être mis en œuvre donc à Bruxelles. Alors vous n'êtes pas sans l'ignorer, on parle beaucoup cet an dernier de la mise en place d'un dispositif obligation à l'adresse des primo-arrivants résidant en région Bruxelles-Capitale. Il figure désormais à l'agenda politique de la commission communautaire commune. Il y avait encore il y a quelques jours un article dans la Libre Belgique qui en faisait état. Alors la mise en place de cette obligation, elle soulève de nombreuses questions, des questions d'ordre politique, des questions d'ordre juridique, technique et aussi institutionnel. Elle donne aussi lieu à des divergences, tantôt liées à des questions de principe, tantôt aussi à des questions de type technique. Alors tout d'abord, avant de situer les termes du débat, que Benoît Feith a accepté d'animer, je le remercie, je commencerai par rappeler quelques éléments de contexte. Ce sera un petit exposé qui fera, je l'espère, moins de 17 minutes. Je suis précis. Et le Parlement francophone bruxellois promulgue un décret qui institue un parcours d'accueil, et le mot est important. Il s'agit bien d'accueil, puisque vous verrez que du côté wallon, on parle d'un parcours d'intégration. Donc un parcours d'accueil, et dans l'exposé du ministre, l'exposé des motifs, le ministre Charles Piquet faisait déjà part de son souhait de mettre en place des mesures rendant ce parcours obligatoire, en tout cas pour les volets primaires et les modules linguistiques. C'était d'ailleurs une position qui était largement partagée par la majorité politique en place. Alors ces intentions seront réitérées à la suite des élections de juin 2014 dans le cadre des dispositions incluses dans les déclarations politiques générales des collèges de la COCOF et de la COCOM. Quelques mois plus tard, c'est au tour du gouvernement de la région wallonne d'approuver en février 2014 un décret relatif au parcours d'intégration des primo-arrivants, dont la mise en œuvre est confiée au CRI. Alors, je passe sur certains détails, mais il y a un autre niveau qui est aussi important, c'est celui de l'Union européenne. Cette dernière a défini depuis plusieurs années ce qu'on appelle des soft policy instruments, qui consistent en des mesures de type incitatif. Donc ça signifie contre la mise à disposition de ressources budgétaires pour amener les États membres à développer des politiques d'accueil et d'intégration des migrants. On citera entre autres exemples le FEI, donc le Fonds européen d'intégration, qui est devenu aujourd'hui le Asylum, Migration and Integration Fund. Alors l'existence de ces outils censés stimuler le développement de politiques spécifiques à destination des migrants n'est pas étrangère au fait que des mesures ont été adoptées par les entités fédérées. Visant tout d'abord à créer une offre, vous pouvez, que le contexte politique ambiant, qui est caractérisé par une politisation croissante de ces enjeux de société entre les partis politiques francophones et flamands, a contribué ensuite à convertir en obligation. Vous devez. Donc on est passé de vous pouvez ou vous devez. Maintenant, nous allons aborder la question de l'obligation dans le prochain slide, envisagée à l'aune des questions de principe. Puisque quand on parle du caractère obligatoire, on peut être opposé pour des raisons idéologiques, au sens noble du terme, pour des raisons de principe. On peut aussi être opposé parfois pour des questions qui sont assez techniques et que certains qualifieraient de détails, mais on sait que parfois le diable est dans les détails, ou la vertu est dans les détails. Et donc nous allons aborder dans cette deuxième partie de l'exposé la question effectivement des dispositions concrètes. Mais on commence d'abord par les questions de principe. Alors la mise en place d'un dispositif coercitif à destination d'un groupe d'individus spécifiques définis comme primo-arrivants suscite des réactions diverses, qui sont parfois divergentes. Certains considèrent, par exemple, que les modalités concrètes de cette obligation, quelles qu'elles soient, portent atteinte à l'autonomie de la personne. Cette position est d'ailleurs renforcée par une objection de nature juridique qui identifie certaines difficultés engendrées par la mise en œuvre de ce système d'obligation-sanction. Ce dernier pourrait être considéré comme attentatoire
au droit à la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il semble bien que l'autonomie constitue la figure centrale des débats qui opposent partisans et adversaires de l'obligation. Il est d'ailleurs assez étonnant de constater que les protagonistes de cette tension partagent leur attachement au principe d'autonomie. Ainsi, les partisans de l'obligation soutiendront qu'elle est souhaitable car elle permet à des individus exposés à des situations de vulnérabilité de bénéficier de ressources collectives nécessaires à la construction d'une vie décente. Et dans le contexte d'une société qui est envisagée comme un système de coopération de nature concurrentielle, l'État doit intervenir au nom d'un principe de justice qui en appelle à l'égalité des chances, de façon à doter ces personnes d'outils qui leur permettront d'exercer leur autonomie. Il faut donc renforcer leurs capacités de façon à ce qu'elles disposent de conditions liées à leur indépendance. Donc l'autonomie ici est envisagée en tant qu'une aspiration à l'indépendance et elle ne peut se déployer que sur des supports qui sont apportés par la collectivité. Dans un cas, l'autonomie est un donné qu'il faut protéger. Dans l'autre, on fait valoir le fait qu'elle est loin d'être acquise et qu'elle gagnerait à être consolidée par le biais d'une obligation, laquelle, sous certaines conditions, peut constituer le moyen, et là je cite un texte du Ciré, le moyen d'une aide réelle à prendre pied dans la société. Les opposants de l'obligation considèrent que cette dernière, du fait qu'elle donne lieu à un système de contraintes et de punitions, est appelée à fonctionner comme un dispositif d'assujettissement, comme dirait le philosophe Michel Foucault, qui va bientôt rentrer dans la Pléiade. Je l'ai appris d'ailleurs. Ce dernier, par le biais des modalités coercitives qu'il est appelé à activer, ne viserait en dernier ressort qu'à fabriquer des individus tenus de se conformer aux valeurs et aux normes de notre société. Mais s'agit-il bien des valeurs de notre société? S'agit-il bien de nos valeurs? Les deux dispositifs appelés en RDC à fonctionner dans l'hypothèse obligatoire, eh bien, ils portent la marque de leur fabrique. Ils sont mis en œuvre dans des cadres institutionnels fédérés qui ne visent pas les mêmes communautés politiques. C'est pourquoi le fait d'envisager la question des valeurs dans le cadre de l'État fédéral belge se révèle une entreprise difficile. Entre autres parce que cela supposerait que nous disposions d'une identité nationale forgée à l'aide d'un grand récit, reposant sur des valeurs majoritairement partagées. Or, et on ne le sait que trop bien, notre État est caractérisé par sa nature consociative, et c'est la raison pour laquelle certains préfèrent limiter les modules citoyenneté à des contenus ayant trait aux normes, c'est-à-dire au système de droits et libertés que garantissent les institutions démocratiques de notre État. Ces observateurs se rangeront sans doute à l'avis de Benjamin Constant, je cite, « Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. » De nombreux responsables associatifs, œuvrant notamment dans le champ de l'éducation permanente, et là c'est un autre ordre de critique, affirment avec force et détermination que le fait de soumettre des individus à un dispositif de contrainte au nom du renforcement de leur autonomie serait contradictoire avec une finalité visant leur émancipation. Et là, c'est une ligne qui est partagée par Lire et Écrire, par le MOC, je pense, par la FGTB et par le Conseil supérieur de l'éducation permanente. Ces mêmes acteurs expriment leur refus de participer à la mise en œuvre de ces nouvelles formes d'activation, entre guillemets, et en outre, certaines associations considèrent que les opérations que recouvrent ces dispositifs d'accueil, en particulier ce qui a trait à la vérification de la conformité aux obligations, ne devraient pas être du ressort de la société civile. Il conviendrait qu'elles soient confiées à un ou des organismes d'intérêt public. Alors maintenant, on va rentrer dans les contours concrets de l'obligation. Et nous traiterons donc dans ce point des questions suivantes qui nous ont semblé
cerner au mieux la problématique de ce qu'on appelle l'obligatoriété du parcours d'accueil, et nous les avons reprises ici dans ce slide. Donc première question, c'est qui a trait à la portée de l'obligation. Est-ce qu'on parle de résultat, d'obligation de résultat? Sachez que c'est quelque chose qui circule dans les cercles politiques dans le nord du pays, ou de participation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui est obligatoire? On sait que le parcours, il est structuré par un ensemble de composantes. Est-ce que c'est le tout ou est-ce que c'est certaines de ses parties? Troisième question, qui est obligé? Et qui se trouve exempté de cette contrainte ou exclu de ce droit? Ça dépend comment on voit les choses. Quelle est ou quelles sont les institutions qui mettent en œuvre cette obligation? Ça, c'est la quatrième question. Et la cinquième, c'est qu'en est-il des sanctions? Puisque qui dit obligation, on dit sanction. On va grosso modo prendre 4 fois 10 minutes pour leur donner la parole, leur permettre de se situer dans ce débat et de répondre à la question générique. Quels sont les arguments pour et ou contre le caractère obligatoire du parcours d'accueil? Nous aurons ensuite peut-être encore... Alors, je vais vous introduire les différents intervenants en les présentant tout d'abord. À ma droite, Édouard Delruel, que vous connaissez sans doute, professeur de philosophie politique à l'ULG, ex-directeur, c'est marrant, on le répète tout le temps, du Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme. Pour rafraîchir votre mémoire, c'était entre 2007 et 2013. À côté de vous, Ilke Adam, qui est professeur à l'Institut des études européennes de la VUB et de l'ULB. Ses domaines de recherche principal concernent les politiques d'intégration comparée, le multiculturalisme et la citoyenneté. Notamment, je ne serai pas exhaustif. À côté de vous, François De Smet, philosophe et directeur de Myria, qui est donc, comme vous en avez certainement entendu parler, il y a un petit peu de communication autour de ça, le directeur du Centre fédéral Migration, Myria donc. Et enfin, tout au bout, là-bas, mais je le vois quand même, Henri Goldman. Henri qui est le directeur de la revue politique, mais également membre du groupe Taillouche, qui est un groupe de réflexion pour un pluralisme actif. Je suppose que Henri en profitera pour nous en dire un petit mot quand il aura la parole d'ici 40 minutes, si mon compte est bon. Tu n'as pas le micro, Henri, laisse-moi continuer si tu veux. Je vais à présent passer la parole tout simplement à Édouard Delruel, à qui je vais demander en une dizaine de minutes plus ou moins de se situer dans le débat en répondant justement quels sont les arguments pour ou contre ce caractère obligatoire du parcours d'accueil. Les plus difficiles. Je pense qu'il faut aussi penser à la société quand on envisage la question du parcours d'intégration, à la société d'accueil. Alors ici, à nouveau, on revient sur une grande différence entre Bruxelles, 66% des Bruxellois sont d'origine étrangère, donc techniquement ça veut dire étranger, né étranger, ou dont un des deux parents au moins est né étranger, 66%, alors que, je pense sous contrôle des spécialistes, on est à 16% pour la Flandre et 25% qui est d'ailleurs la moyenne nationale en Wallonie, c'est-à-dire des réalités complètement différentes. Il n'empêche que l'intégration, je la vois comme un two-way process, comme on dit, comme un processus dans les deux sens, et donc qu'il faut aussi envoyer, que les choses soient très claires par rapport aux, je vais les dire dans les termes qui sont plus utilisés en Flandre, donc même là on les utilise de moins en moins, les autochtones. Donc il y a aussi cet aspect-là. Dimanche, en région Nord-Pas-de-Calais, en France, qui est une réalité sociologique très proche de la Wallonie, 40% des gens ont voté pour le Front National. Alors on dit, ah oui, mais c'est le chômage, etc. Il n'y a pas 40% de chômeurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors on dit, oui, mais bon, c'est la montée du racisme. Je ne pense pas qu'il y ait 40% de racisme en Nord-Pas-de-Calais comme ça en quelques années. Des gens qui traditionnellement votaient à gauche. Donc je pense qu'il y a une peur. Je pense qu'il y a une insécurité culturelle, qui n'est pas la question de l'insécurité réelle. La plupart des gens n'ont jamais été dans l'insécurité liée aux questions migratoires. Ce n'est pas non plus spécialement économique. Il y a une véritable insécurité culturelle. Je pense qu'il faut trouver le moyen d'y répondre, évidemment de la façon la plus nette sur nos valeurs démocratiques, mais je pense qu'il y a un vrai problème. Et on ne réussira pas l'intégration si la société ne veut pas intégrer. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Donc je demande aussi qu'on garde cela sous-jacent
en disant bien que peut-être que pour une ville-monde comme Bruxelles, qui est déjà d'emblée dans une dynamique historique de vie globale, peut-être que ce n'est plus culturellement un problème. Je n'en sais rien, je ne suis pas sûr, mais je n'en sais rien. Mais je vois très bien, en tout cas, dans la réalité wallonne, qu'il faut mettre en place toute une série, et je vais terminer là-dessus, il faut mettre en place toute une série d'outils pour sécuriser tous les acteurs. Les migrants, les autochtones comme les allochtones, les migrants comme la société d'accueil. Je pense que cet aspect est, en tout cas depuis un certain nombre d'années et un certain nombre de mois, c'est quelque chose qui me frappe. Je voudrais simplement, mais je termine vraiment 2 phrases, sur la question des sanctions. Alors on dit, oui, mais attention, par exemple, on ne peut pas le rendre obligatoire pour certains et puis exempter pour d'autres, ça fait une discrimination. Je veux simplement dire sur le plan ici c'est vraiment strictement juridique, que les lois anti-discrimination s'appliquent, sauf si d'autres lois viennent les contredire. Donc ça, c'est une base des lois anti-discrimination. Ou bien alors, vous devez aller jusqu'au niveau de la Constitution et considérer, par exemple, que les exemptions en question seraient anticonstitutionnelles, en quelque sorte. Mais les lois anti-discrimination ne sont pas des lois qui sont au-dessus des autres législations. Enfin, c'est simplement ici une précision de type juridique, c'est-à-dire que si le législateur, à mon avis, fait une différence entre tel ou tel étranger exempté ou obligatoire, à mon avis, ce n'est pas contradictoire aux législations anti-discrimination. Et bien alors, il faudrait remonter à l'article 10 de la Constitution. Voilà, mais c'est simplement ici une petite précision juridique que je fais à nouveau sous contrôle des juristes. Merci Edouard Delruel pour cette première intervention. Je vous passe la parole en vous demandant de prendre le micro. Merci beaucoup. Il y a dans le même exercice, peut-être en une dizaine de minutes également, quels sont les arguments pour vous favorables pour ou contre finalement ce caractère obligatoire de ce parcours d'accueil? Je vous laisse la parole une dizaine de minutes et après on continuera le tour de table. J'ai difficile à me placer dans le camp des pour ou dans le camp des contre, mais je me place certainement dans le camp de ceux qui statuent que ça dépend. Désolée pour l'éternelle relativisation des scientifiques sociaux. Et ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, donc très brièvement, c'est quelques éléments et arguments à prendre en compte quand vous réfléchissez à votre position pour ou contre. Je présenterai loin de là tous les arguments, je focaliserai sur des éléments peut-être un peu moins philosophiques, parce qu'on a des philosophes présents ici, mais plus inspirés à partir d'une analyse politologique de l'aboutissement de ces parcours et surtout donc l'obligatoriété dans les autres pays européens, et aussi sur les maigres évaluations qui existent pour voir si les objectifs de ces parcours sont réalisés. Donc si nous voulons savoir si ces parcours obligatoires réalisent leurs objectifs, il faut d'abord savoir quels étaient les objectifs pour les acteurs politiques qui l'ont mis en place, et il faut étudier le petit nombre d'évaluations existantes. Donc quels sont les objectifs de ces parcours obligatoires? Ils sont très 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 diversifiés, dépendant de l'acteur politique qu'il a mis en place, et chacun en fait y trouve sa raison. Il a été montré clairement que l'aboutissement de ces parcours obligatoires en Europe a été essentiellement au début le résultat des efforts de partis de centre-droite, souvent en concurrence avec des partis d'extrême droite qui veulent montrer à leurs électeurs qu'ils ne doivent pas avoir trop peur sur le niveau culturel peut-être, mais qu'ils ont la situation migratoire sous contrôle et qu'ils sont fermes avec les immigrés. Ça, c'est déjà un objectif. Est-ce que ça a été réalisé ou pas? Suite à cette insistance des partis de droite, ceux de gauche y ont aussi vu une opportunité pour stimuler l'inclusion et la participation. Vu que quand c'est obligatoire, on est obligé de libérer les moyens budgétaires qui autrement n'y étaient pas. Et puis, il y a aussi, bien sûr, et c'est aussi pour répondre à une certaine peur, en même temps, pour réaliser ce socle de valeurs, donc tout type de partis, autant de gauche, de droite, ont vu ces parcours comme un moyen de transmettre les valeurs de la société d'accueil. Et vous voyez déjà ici, avec ces parcours,
plusieurs acteurs veulent réaliser plusieurs objectifs. Les efforts d'utiliser ces parcours comme moyen pour apaiser les populations qui ont peur des immigrés a aussi mené au fait que ces parcours sont utilisés pour exclure, au lieu d'inclure, dans certains pays européens plus que d'autres. Quand on instaure des obligations de résultat, qu'il ne faut pas seulement participer, mais réussir les parcours, et qu'on lie cette réussite à l'accès des droits, qu'il faut réussir le test à la fin du parcours pour, par exemple, prolonger sa carte de séjour pour avoir une carte de séjour de longue durée ou pour accéder à la nationalité. Et c'est sur ce point, l'accès à la nationalité, que le risque d'utiliser les parcours pour exclure existe en Belgique. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rendre ces parcours obligatoires parce qu'ils peuvent avoir des objectifs nobles, mais je dis qu'il faut prendre ces risques en compte. Si ces parcours existent et sont obligatoires aussi en Belgique francophone, l'étape vers une nécessité de réussite, ces parcours pour l'acquisition de la nationalité, devient plus petite, parce qu'ils existent partout dans le pays. Ça, c'est le premier point. Donc, différents objectifs pour différents acteurs, prenez-les en compte quand vous voulez évaluer les bienfaits de ces parcours. Deuxièmement, quelles évaluations existent? Qu'est-ce qu'on sait du fait que ces parcours promeuvent le louable objectif de l'inclusion, de la participation? Là, on doit constater qu'il y a très peu de données qui sont encore disponibles. Et ceux qui sont disponibles et sont certes pas univoques, oui, sur les bienfaits. L'idée dominante, c'est plus facile de l'exprimer en néerlandais, je ne crois pas qu'il y ait une belle expression ainsi en français, baat het niet, dan schaadt het niet. Peut-être ce n'est pas bénéfique, mais ça ne nuit pas non plus, autant que ce n'est pas trop restrictif et on ne commence pas à exclure. Quels sont quelques résultats d'évaluation existantes? Il y a une étude, c'est une évaluation des évaluations des parcours d'intégration qui a été menée par l'Université de Leuven. On peut référer par exemple à une étude du IVA de l'Université de Leuven, évaluation en Flandre, première année après l'arrivée des migrants, et ceux qui ont suivi le parcours connaissent mieux la situation légale, des droits, comment postuler un emploi, comment se loger et les questions de logement, que ceux qui n'ont pas suivi le parcours, mais un an après, cet effet disparaît. En Allemagne, on a aussi vu que ceux qui ont suivi 600 heures de cours de langue, 3 ans après, on ne voit plus tellement de différence entre ceux ayant suivi ces cours et d'autres, mais tout dépend de l'interaction avec la population qui parle cette langue. Une autre étude de l'OCDE montre que si très vite après être arrivé dans un pays, on trouve un emploi, et bien 7 ans après l'arrivée, ces gens qui avaient déjà un emploi ont plus de chances d'avoir un emploi que ceux qui ont suivi un parcours et qui n'avaient pas rapidement trouvé un emploi. Une étude australienne de 2010 montre qu'un groupe de contrôle a autant de contacts et d'interactions sociales et participation que ceux qui ont suivi le parcours. Aussi, une évaluation par des chercheurs américains dans plusieurs pays européens montre qu'il n'y a pas d'effet clair négatif ni positif par rapport à la participation sociale, économique et quand même un tout petit peu positif au niveau politique. Alors, quelles sont les leçons de nos entretiens que les étudiants de la VUB ont menés en Flandre? C'est des modestes leçons basées seulement sur 25 entretiens, mais aussi après des interventions qu'on a eues et des discussions avec ceux qui sont actifs dans le domaine et les lectures des autres études d'évaluation. Les migrants sont en général assez d'accord avec le principe d'obligation. Et s'il y a des objections, ils sont minoritaires, mais on voit un profil de personnes hautement qualifiées, souvent universitaires, qui ont déjà trouvé toutes les informations eux-mêmes et qui trouvent que c'est une perte de temps de suivre. Et ici, on parle du volet qu'on appellerait citoyenneté du côté francophone.
et aussi les migrants, les anciens migrants, sachant qu'en Flandre, depuis le décret de 2006, ils pouvaient aussi être obligés de suivre le parcours s'ils sont bénéficiaires d'un type d'allocation sociale. Mais ce qui nous a frappé également dans ce entretien est le cas de jeunes hommes réfugiés, irakiens, afghans et bientôt sans doute aussi syriens, qui sont assez qualifiés, qui ont suivi le parcours, qui ont très vite appris la langue. Les étudiants nous disaient qu'ils parlent mieux néerlandais que parlent le français après autant d'années de cours de français à l'école, et qui sont extrêmement frustrés. Ils ont suivi le parcours, ça a créé des attentes. Ils sont désespérément à la recherche d'un emploi, très motivés, ce qui montre qu'après le parcours, ce n'est pas fini. La société d'accueil doit aussi ouvrir ses portes. Prenez des notes. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à François de Sommet, même exercice, une dizaine de minutes. Ils sont assez proches de la position que Édouard a commencé à installer. Mais comme lui, j'ai pas encore fait tout à fait ma religion. Je trouve que c'est un sujet délicat. Et ça, c'est important parce que, tout philosophe que je puisse être par ailleurs, ce qui forge ma conviction pour l'instant, et qui est plutôt également, comme Édouard, en faveur d'une obligation, mais sans sanction, et je vais dire pourquoi, tout contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, de mon point de vue, obligation ne rime pas nécessairement avec sanction. Ce qui forge ma conviction, c'est plutôt mon expérience personnelle. J'ai travaillé, d'ailleurs avec deux de mes voisins ici, au Centre pour l'égalité des chances, jadis au département migration, où j'ai reçu des étrangers en séjour légal ou illégal, et le plus souvent en séjour irrégulier, et qui, d'une manière ou d'une autre, après l'obtention d'un droit d'asile ou l'obtention d'une régularisation, obtenaient le droit de séjourner ici, et étaient complètement perdus. C'était d'autant plus frappant que, réellement, dans leur imaginaire, puisque c'était si dur à avoir, ces satanés papiers d'une manière ou d'une autre, une fois qu'on les avait, forcément ça allait ouvrir toutes les portes, ça allait être le paradis tout de suite. Et ben non, au contraire, il faut commencer à ramer sur des questions de formation, il faut se loger extrêmement vite, surtout si vous étiez dans un centre fait d'asile durant votre procédure. Et ce petit côté hors parcours d'intégration, encore moins quand il n'est pas obligatoire, qui consiste à dire bienvenue et débrouillez-vous, ben je trouve qu'on ne rend pas du tout service aux migrants. C'est pas tellement la vie de la société, des électeurs, de la société d'accueil qui m'intéresse, c'est comment donner toutes les armes, en effet, à un migrant, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est venu ici. L'obligation sert, à mon avis, à ça. J'aime bien le parallèle qui doit recommencer avec le droit de vote, parce que j'y crois beaucoup. D'autant que d'habitude, ceux qui sont contre le caractère obligatoire du processus citoyen comme le parcours d'intégration sont tout à fait pour l'obligation du droit de vote. Ils ne voient pas du tout la contradiction. Alors que pour moi, on est dans quelque chose du même style. On est dans un devoir qui ouvre à des droits, et on est dans une démarche qui fonctionne avec une obligation qui n'a plus besoin de sanctions. On sait que le vote est obligatoire en Belgique, mais tout le monde sait, je crois, que depuis 10 ans, si vous n'avez pas voté, vous ne risquez absolument rien. Plus personne depuis 10 ans n'a reçu la moindre amende parce qu'il ne vote pas. Pourtant, le taux d'abstention, certes en légère augmentation, est loin d'atteindre des hauteurs folles comme en France ou ailleurs, où le vote, par ailleurs, n'est pas obligatoire. Donc, moi je crois, pour ça que je ne suis pas sûr de rejoindre l'idée d'obligation égale sanction, qu'on pourrait imaginer, et je ne suis pas expert en tuyauterie institutionnelle sur le débat COCOF, COCOM, VGC, obligation ou pas, mais j'ai l'impression que quand les résultats en Flandre nous montrent, j'ai noté le chiffre de 2,8% d'amendes finalement mises, ce chiffre est quand même très faible. Ça veut dire que la demande est très certainement supérieure à l'offre. Ça veut dire qu'on pourrait facilement imaginer quelque chose d'accessible aux primo-arrivants, de caractère obligatoire, mais dont la sanction ne se ferait pas par une amende, ce qui n'a, de mon point de vue, effectivement aucun sens, ni un handicap dans une procédure de nationalité, mais puisse être valorisé, en revanche. Henri Goldman, vous avez un micro devant vous. Alors, je suis un peu plus carré que les trois autres, je suis désolé. Je suis très très opposé à l'obligation telle qu'elle se pose dans le cadre actuel, alors que je suis totalement partisan dans un cadre qui pourrait être différent. À mon avis, la bonne comparaison qu'on doit faire, c'est par rapport à l'obligation scolaire. Parce que là, on a véritablement un droit de créance, c'est un vrai travail, un vrai investissement qui se traduit par une double obligation.
L'obligation de suivre, mais aussi l'obligation pour l'État d'assurer l'information et de l'assurer pour tous. Il n'y a pas d'obligation scolaire à la carte, il n'y a pas des catégories qui sont obligées d'aller à l'école et des qui en sont dispensées. Et c'est là véritablement que ça ne va pas. C'est là que la comparaison ne fonctionne pas dans la pratique. Dans la pratique, l'État ne met pas les moyens pour assurer une obligation scolaire pour les nouveaux migrants, et en lien avec ça, et en lien aussi avec des dispositions légales, ce ne sont pas tous les nouveaux migrants qui sont obligés d'y aller, et ceux qui en ont peut-être le plus besoin n'y vont pas forcément. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je ne sais d'ailleurs pas si c'est décidé. Donc, pour les chiffres, Alexandre les a cités tout à l'heure. Bon, 120 000 Bruxellois éligibles. Moi, j'avais un autre chiffre en tête qui est plus ou moins 30 000 chaque année. Hein? Et tout le monde sait bien qu'avec les dispositifs, celui qui existe déjà du côté flamand, et les 2 dispositifs qui vont être ajoutés, on n'arrivera pas au tiers. Si tout va bien. Donc, effectivement, pour remplir sa tâche, on doit commencer à sortir de l'universalité qui existe pour l'obligation scolaire, qui donc n'existe pas pour cette obligation-là. En fait, on peut tirer très peu de bilan parce que l'évaluation manque cruellement. Et on pourrait sans doute mieux résumer le consensus sur cette question en néerlandais, parce que l'expression en français, je ne sais pas, mais sans doute vous comprenez. Baat het niet, dan schaadt het niet. Si ce n'est peut-être même pas bénéfique, en tout cas, ça ne fait pas de dégâts. Il y a un consensus que tant que ce n'est pas trop restrictif, et donc dans d'autres pays européens, ils ont été sur cette voie de le rendre trop restrictif, d'imposer des obligations de résultats, de passer les tests, là ça peut exclure. En Flandre, on n'est pas encore allé si loin. La peine, la sanction est une amende, mais on a très peu de données pour évaluer et pour dire que si ça fait vraiment la différence. Donc, il y a une étude par exemple par l'université de Leuven qui a été menée qui montre après 1 an, on voit des différences sur la connaissance, sur comment postuler pour un emploi, le logement, les droits, mais l'année d'après, il n'y a plus tellement de différence avec ceux qui n'ont pas suivi de parcours. Une étude de l'OCDE montre que 7 ans après, ceux qui avaient immédiatement un travail mais n'ont pas suivi de parcours ont plus de chances de travailler encore, par exemple, que ceux qui ont suivi un parcours mais n'avaient pas vite trouvé du travail. Donc, les données ne sont pas encore très concluantes sur le fait que c'est vraiment bénéfique pour réaliser l'inclusion. Mais ces parcours avaient aussi d'autres objectifs, et c'est cela qu'il faut aussi regarder. Pour chaque parti politique, il y avait des objectifs différents. Il faut voir qu'en Europe, les données sont assez concluantes sur ce fait que ça a été essentiellement les partis de centre-droite qui ont mis l'effort pour imposer ces parcours obligatoires, souvent parce qu'ils sont en concurrence électorale avec l'extrême droite, et l'objectif était vraiment d'apaiser la population pour montrer qu'on a la situation migratoire sous contrôle, qu'on impose les valeurs des sociétés européennes, quoi qu'il soit, et donc surtout montrer qu'on est peut-être un peu dur avec les immigrés. Ça aussi c'est une fonction, enfin c'était un des objectifs pour au moins certains secteurs qui ont imposé ces parcours qu'il faut évaluer. Bien sûr, les partis par exemple plus de centre-gauche ont sauté sur cette occasion pour dire voilà, maintenant on peut, si les partis de droite veulent le rendre obligatoire, ça veut dire qu'on libère les budgets qui autrement n'auraient pas été disponibles, et on peut utiliser ça pour réaliser l'inclusion et la participation. Comme je vous disais, les données ne sont pas si concluantes de le dire. Je suis sans doute un peu plus sceptique étant néerlandophone, étant d'une région où cette politique est en place depuis autant d'années, et j'aurais peut-être eu une position différente si j'étais francophone et qu'on demande depuis 10 ans d'instaurer ce parcours. Je crois que oui. Aussi à Bruxelles, on pourrait mettre en disposition la même idée. Maintenant, il faut voir si c'est la volonté de la région bruxelloise de toucher ce groupe-là. Mais l'idée d'obligation n'est pas négative, comme on l'a toujours conçu en avant.
Maintenant, on doit voir obligé à quoi, qui, comment, et donc il y a encore plein de questions à résoudre avant de vraiment commencer à obliger les gens. Je vous rappelle qu'en Flandre, on a mis quand même quelques années avant de décider à ça, 5 à 6 ans, avant de vraiment mettre en application une obligation. Alors, avoir des moyens financiers, c'est effectivement un travail de longue haleine et qui n'est pas toujours facile dans le secteur public. Maintenant, décider de mettre des moyens financiers sur une politique, c'est faire un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important de faire un choix pour pouvoir permettre de donner à chacun qui arrive dans notre pays les clés pour pouvoir comprendre notre société et pour pouvoir trouver sa place dans notre société. Pour Rudy Verwoerd, ces clés, elles sont clairement, notamment dans l'apprentissage de la langue. Et puis après, il faut pouvoir aussi jauger chez chacun quels sont ses besoins, quelles sont ses nécessités pour pouvoir avancer dans son parcours, pour être accueilli comme il se faut ici à Bruxelles, dans notre capitale. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui arrivent chez nous. Mais il faut pouvoir aussi orienter nos politiques vers les personnes qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, trouver les moyens pour pouvoir permettre de mettre en place une obligation d'une part du parcours d'accueil pour les primo-arrivants, c'est aussi permettre à chacun d'avoir les clés pour s'intégrer, participer à la vie citoyenne et se sentir ici bien, et que aussi la société qui accueille permette d'ouvrir ses bras à des personnes qui ont un trajet et un vécu qui est parfois très difficile, très différent et très complexe. Alors, moi, mon avis, c'est justement le contraire. C'est précisément parce qu'on suppose que ce sont des personnes responsables qu'on peut imposer des devoirs qui vont avec des droits. C'est ça la responsabilité. Personnellement, si je suis plutôt partisan, mais ma religion n'est pas faite sur la question, mais plutôt partisan du caractère obligatoire du parcours d'intégration, c'est parce que je conçois cette obligation comme ouvrant à un droit. Quand vous êtes obligé de faire quelque chose, en même temps, vous avez droit à un certain nombre de services. L'enseignement, l'instruction obligatoire ouvre au droit à l'enseignement. L'obligation du vote ouvre au droit de vote. L'obligation de l'assurance sociale ouvre au droit à l'assurance sociale. Personnellement, c'est dans cette optique que j'envisage le caractère obligatoire. Faut-il encore, je sais bien que ce n'est pas simple, que les services suivent, c'est-à-dire qu'il y ait les moyens pour faire un parcours d'intégration obligatoire qui ouvre réellement à des droits. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'argument philosophique fondamental. Deuxième argument, je pense que c'est pas un parcours qui va intégrer, c'est pas l'État qui intègre, c'est pas les services sociaux qui intègrent. Ce qui intègre, c'est l'employeur qui va donner du boulot, c'est le propriétaire qui va donner un logement, c'est l'école qui va accueillir un enfant. Aujourd'hui, tout ça ne se fait plus naturellement, comme avec les autres vagues de migration. Et donc il faut la médiation, pour moi, des services publics et d'un tel parcours d'intégration. Et le troisième argument que je pourrais peut-être avancer, c'est que nous sommes dans une société multiculturelle, diasporique. Le modèle de l'assimilation tel qu'il a pu fonctionner pour d'autres générations de migration, ce modèle ne marche plus et ne marchera plus. Et c'est précisément parce que nous sommes dans une société diasporique et multiculturelle, je pense que nous avons d'autant plus besoin d'être très au clair sur le socle de normes fondamentales. Je dis bien de normes, je ne dis pas de valeurs, de normes fondamentales, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la Constitution, ce qu'il y a dans les lois. C'est précisément parce que je veux une société multiculturelle, une société ouverte, que je veux qu'on soit très au clair sur les règles du jeu. Voilà personnellement les raisons pour lesquelles je suis partisan du caractère obligatoire de ce parcours d'intégration. Donc je crois que quand on regarde l'immigration d'un point de vue positif, parce que l'immigration ça reste toujours quelque chose de positif, là où on va, on est contributeur, on apporte plus qu'on prend. Et c'est vrai que ça c'est un combat qu'on a essayé de mener depuis quelques années, que les migrants puissent avoir une représentation au niveau politique. Parce que s'il y avait 1% de la population qui est migrant, sans papier, illégal, réfugié, ils méritent quand même une représentation au niveau politique pour faire entendre leur voix. Et donc moi je suis évidemment pour, et je crois que
même en parlant de parcours d'accueil. Et le parcours d'accueil, c'est une des choses qui améliore le vivre ensemble. Parce que c'est de là on apprend, mais ça dépend comment on formule ce parcours d'accueil. Si c'était, si je vais encore donner un exemple, c'est comme construire des logements sociaux et mettre des gens dans un ghetto, leur dire voilà, intégrez-vous. C'est pas une bonne manière, mais l'intégration, ça se fait dans des lieux publics, dans des lieux où tout le monde y contribue. Et c'est de là, on est confronté à des enjeux multiculturels, on est confronté à des questions identitaires et au vivre ensemble en général. Et donc je crois qu'il faut donner beaucoup plus et surtout faire participer les primo-arrivants ou les migrants même dans ce parcours d'accueil parce qu'il n'y a que eux qui savent ce dont ils ont besoin. Quel autre incitant? Aucun incitant. Il n'y a aucun incitant à leur donner. Par rapport aux places disponibles, ils vont se précipiter sans incitant pour les occuper. Il y a beaucoup trop peu de places pour le nombre de personnes qui sont intéressées à utiliser cet outil qu'on va leur offrir. Et en plus, il y a plein de gens qui devraient y avoir accès et qui ne sont pas dans l'obligation. C'est un des grands paradoxes de l'affaire. On crée une obligation, mais en réalité, le système de l'obligation va aboutir à exclure probablement la majorité des primo-arrivants de ce programme. Alors, nous considérons qu'il est absolument essentiel d'associer les participants à la mise en œuvre de l'évaluation de ce dispositif. C'est important parce que très souvent ce sont un peu les acteurs oubliés, comme s'il y aurait d'un côté des experts et puis de l'autre les personnes auxquelles on souhaite du bien, mais auxquelles on n'invite pas à prendre la parole. Et donc, il faut mettre les associations de migrants, il faut mettre les participants à ce moment-là du processus notamment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons plaidé dans le cadre de notre rapport pour que le collège de la COCOF institue une section spécifique pour les migrants au sein du conseil consultatif. Le conseil consultatif, c'est un organe qui remet des avis sur un ensemble politique. Et donc il est temps qu'il y ait au sein de la COCOF un dispositif de remise d'avis qui soit dédié vraiment aux politiques d'accueil des primo-arrivants.